Bonjour Clémence, bonjour Alexandra. Merci, Bonjour. merci pour votre présence sur notre dernier Ninty Talk sur l'importance de soutenir les mères pour des sociétés saines. Et au vu du contexte actuel, je pense que c'est encore plus important de justement avoir ce sujet à l'esprit. On boucle cette semaine après quatre talks avec le vôtre sur une variété de sujets, parce que c'est la semaine de la QVCT et ça nous tenait à cœur chez Ninty de mettre en avant l'importance de la santé des femmes au global pour soutenir le bien-être des collaborateurs et des collaboratrices. Donc, on a eu un live sur le deuil périnatal, la fertilité masculine, l'infertilité de manière générale, le parcours PMA en tant que femme seule, et on ferme ce cycle avec la maternité, qui est un sujet fondamental également. Donc, merci infiniment pour votre présence. Avant de commencer, des petites règles. Vous pouvez partager vos commentaires dans le petit chat où il y a écrit discuter. Vous pouvez vous présenter, vous pouvez rebondir. Et ensuite, on aura un moment de temps de questions-réponses. Et l'idée, c'est aussi de faire en sorte de se partager des clés et des ressources. Pour partager la mission Ninty rapidement, on a deux missions fondamentales chez Ninty. Une première qui est éthique, du fait que 50% de l'humanité subit encore de la discrimination au travail en lien avec la spécificité de leur santé. Et on a une mission de performance et économique. Toute la littérature économique depuis les années 60 nous le montre et nous le démontre. On perd les femmes dans le monde du travail autour de cette phase de conception, autour de cette planification familiale, autour de ce sujet de la maternité. Et notre rêve, c'est vraiment de créer des sociétés résilientes où les femmes n'ont plus à choisir entre leurs rêves personnels et leurs ambitions professionnelles. Mm. Voilà. Et je vais vous demander de vous présenter avant de commencer à vous poser toutes les questions que j'ai préparées. Vas-y, Alexandra, je te laisse la Oui, parole. très bien. Merci Clémence. Déjà, merci de nous avoir conviés Fatoumata. Moi, je suis très heureuse de pouvoir échanger sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je vais vous raconter dans ma présentation. Donc, aujourd'hui, je suis DRH chez Expansions depuis à peu près 2 ans. Donc, c'est une entreprise qui est très engagée, Bicorp, entreprise à mission, qui vraiment positionne le bien-être des individus au cœur de sa mission. Donc, évidemment, ça met un peu de pression sur tout ce qu'on peut imaginer du coup en termes de politique sociale. Et je suis maman de 4 enfants, donc évidemment le sujet de la parentalité, il résonne de manière très très particulière pour moi parce que je l'ai à la fois accompagnée en tant qu'RH, mais je l'ai aussi vécu en tant que maman. Et voilà, donc ça me tient à cœur de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. Voilà, merci. Merci. Clémence? Bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Clémence Martin, je suis sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des femmes et je suis spécialisée notamment sur deux sujets. Le premier qui est l'endométriose, qui est une maladie gynécologique, et sur un autre sujet qui s'appelle la périnatalité. Donc, ça regroupe quatre sujets: la conception, la grossesse, l'accouchement et le postpartum, donc la vie de parent. Et j'ai décidé de prendre en charge de manière majoritaire les femmes. Les seuls hommes que je rencontre, c'est dans le cadre d'un parcours PMA ou dans le cadre de préparation à l'accouchement. Et moi, j'ai vraiment voilà, mis l'accent sur le bien-être des femmes autour d'un moment de leur vie qui était notamment la conception et la vie de maman, parce qu'il y a très souvent beaucoup de chamboulements émotionnels, mais aussi professionnels, sociaux, économiques, et un équilibre entre la vie perso et la vie pro à chercher. Et ça peut soulever beaucoup de stress et beaucoup d'émotionnel. Et je fais une petite parenthèse pour présenter la sophrologie pour celles peut-être qui ne connaissent pas. La sophrologie, c'est une méthode de gestion du stress et des émotions qui passe notamment par la respiration, la relaxation et des exercices de développement personnel. Et j'ai un cabinet dans le 16e à Paris où je reçois volontiers les femmes et celles qui sont aussi en visio, qui ne sont pas présentes géographiquement à Paris. Merci, j'ai hâte de partager ce moment avec vous. Merci Clémence, merci Alexandra. J'ai une première question pour Alexandra. Je préparais mes questions et je relisais quelques chiffres. Donc, la maternité est un moment joyeux de manière globale et perçue dans la société comme
étant quand même, on célèbre la vie. Donc, c'est des moments de vie fondamentaux et qui structurent aussi beaucoup nos sociétés. Et le rapport du ministère de la Santé et de la Prévention partageait que la première cause de mortalité chez les nouvelles mères était le suicide. Donc, c'est aussi un moment de vie qui amène certes beaucoup de joie, mais pour beaucoup de femmes, ça peut aussi générer une immense détresse. Et sur les chiffres de la dépression postpartum, on était entre 15 et 20% des femmes en France. Et ma question, c'est donc, votre entreprise, elle arrive quand même dans les tout premiers jours des femmes et des nouvelles mères. Pour celles qui ne connaissent pas la marque, qui représente en tout cas la maternité chez les laboratoires Expansience, c'est Mustela. Et j'avais une question sur, donc déjà, comment est-ce que Mustela accompagne ces premiers jours qui sont aussi les premiers jours qui sont en lien avec cette détresse qui peut être présente et diagnostiquée. Et dans votre entreprise, comment est-ce que vous arrivez à allier cette mission de la maternité pour accompagner vos collaboratrices quand elles deviennent également nouvelles mères? Bon, super, c'est une vaste question. Alors d'abord, moi, enfin, tout à l'heure, je l'ai dit en introduction, mais c'est vraiment important et c'est, on le positionne comme ça. Nous, quand on a posé effectivement une mission qui était autour d'aider les individus à façonner leur bien-être, évidemment, ça nous engage énormément, d'abord vis-à-vis de nos collaborateurs et collaboratrices. C'est-à-dire ça nous engage à une forme de symétrie des attentions. Donc pour moi, c'est une obsession de pouvoir être en capacité au sein de l'entreprise de véhiculer le discours qu'on peut effectivement avoir vis-à-vis soit de nos patients, soit de nos consommateurs. Parce qu'évidemment, la maman qui prend un produit Mustela, quand on accompagne les parents à l'extérieur, bah, force est de constater que c'est nécessaire de le faire aussi à l'intérieur. Donc ça, c'est le premier point. Après, comment est-ce qu'on fait? De toute façon, vous savez, il y a bien sûr des mesures de parentalité, mais il y a d'une manière générale comment on fait que l'entreprise, ce soit un lieu inclusif. Parce que bien sûr, il y a la parentalité, mais il y a tous les autres sujets. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut quand même des mesures un peu symboliques, un peu fortes, pour montrer que c'est un sujet sérieux. Et dans les mesures un peu symboliques que l'on a souhaité mettre en place, il y en a 2 ou 3 pour lesquelles on sent que ça a eu un écho hyper favorable parce qu'ils se sont dit: «Ah OK, ça c'est un sujet important». Dans la première qui me vient à l'esprit, et c'est en lien avec ce que vous disiez, quelque part avec ce risque de rupture professionnelle aussi, hein, des jeunes parents et surtout des jeunes mamans. Nous, on accompagne par un coaching individualisé, un peu en 3 temps, c'est-à-dire, avant le départ en congé mat, parce qu'on sait que c'est un moment où on se pose plein de questions. On se dit: «Est-ce que finalement quand je vais revenir, j'aurai les mêmes capacités? Est-ce que, je vais être en capacité d'avoir la même agilité?» Enfin, on a tout un tas de réflexions. Ensuite, pendant le congé maternité, parce que alors là, la vraie vie commence, enfin la seconde vie commence et on se rend compte à quel point en fait, ça nous transforme. Quand on devient maman, évidemment, on regarde le monde avec un regard très différent. On a une responsabilité qui devient nouvelle. Et en fait, tout ça nous met parfois en confusion. Donc, c'est important d'accompagner ce moment-là. Et puis surtout, l'après, donc le coaching au retour, pour faire en sorte qu'on arrive à concilier les temps de vie. En fait, c'est ça l'enjeu. Parfois, les mamans, d'abord, elles se mettent en posture de se dire, bah, finalement, tout ce qui est lié autour de l'accompagnement de la parentalité, c'est pour moi, donc je vais prendre en charge bon nombre on va dire, d'activités familiales. Je vais du coup potentiellement réduire mon engagement au boulot, etc. Et du coup, ça lève tout un tas de questions et ça les met dans une posture d'autocensure. Voilà, donc nous, le coaching, c'est vraiment important. On pense que c'est comme ça que finalement, on réussit le retour, ce que j'appelle moi le retour à l'emploi, parce qu'après un congé mat, parfois c'est un peu long. Et on a tout le loisir de se poser plein de questions et de se questionner sur sa capacité à reprendre dans de bonnes conditions. Le deuxième temps fort, c'est que, en fait, on voit bien que parfois, au-delà du décrochage, on a du mal à concilier le temps de vie et on a une forme de culpabilité. Enfin, moi, je l'ai vécu à chaque fois. À chaque fois, quand je suis revenue bosser, je me disais, mais quand même, tu laisses ton bébé qui a été 100% du temps avec toi. Et en fait, on vit mal ce truc-là. Et donc, nous, ce qu'on offre, c'est un retour progressif pour d'ailleurs les mamans, mais aussi les papas, parce qu'ils ont maintenant les papas, et c'est une super nouvelle, ils ont envie de s'investir dans la vie de famille. Et donc, on fait un retour progressif qui est financé à 100%, mais avec un 80% pendant quelques mois. Voilà. Donc ça, c'est une façon
aussi de faire un atterrissage, on va dire un peu plus doux. Et puis après, on offre aussi aux parents un accompagnement sur une application pour avoir des conseils pour la santé et de leur bébé, ce qui fait que au bout du bout, tout ça, ça les décharge d'une forme de charge mentale. Et je pense que ça, c'est un élément fondateur pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Voilà, donc ça, c'est les mesures phares. Il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est celle-là, me semble-t-il, qui vraiment nous aide à pouvoir faire en sorte que les femmes ne choisissent pas entre faire une carrière épanouissante et être maman. Voilà, cette alternative, elle est pas pensable à notre époque. Voilà. Mm. Merci. Et ça fait une bonne liaison avec la question que j'avais pour Clémence sur la Ouais. charge mentale. On parle beaucoup de burn-out maternel. Ouais. Et l'autre jour, j'échangeais avec un DRH qui me disait, mais concrètement, est-ce que c'est des vrais sujets en fait? C'est comment ça se manifeste? Et je pense que c'est Mm. vrai que pour que ce soit la PMA, le deuil périnatal ou la dépression en postpartum, une personne qui ne l'a pas vécu a beaucoup de mal à le concrétiser et même à le conscientiser. Donc, est-ce que tu peux nous partager voilà, comment ça se manifeste et, Ouais. voilà, et quelles sont les clés aussi pour pouvoir le diagnostiquer? Je vais revenir un tout petit peu en amont aussi de la vie de maman, qui est aussi la phase de conception, où aujourd'hui les couples ont des enfants de plus en plus tardivement. En moyenne, aujourd'hui, c'est 30 ans pour avoir un premier enfant et à Paris, c'est 33 ans. Donc il y a aussi, toute une phase de réflexion, au moment où on décide de lancer un projet bébé, où la femme a travaillé en entreprise, peut-être, 5, 7 ou 8 ans et donc aussi s'est installée dans sa carrière professionnelle. Les femmes sont de plus en plus, autonomes et indépendantes et donc, vers 30 ans, c'est aussi un âge où elles ont envie de s'émanciper professionnellement en demandant des augmentations salariales, en changeant d'intitulé de poste, en faisant un tremplin professionnel et il y a en même temps ce désir de maternité. Donc il y a voilà le projet aussi, de grossesse est hyper important, dans la manière de l'immiscer dans la vie professionnelle et il y a aussi, je sais pas si tu feras un petit crochet sur les mamans, solo, et notamment les parcours, PMA et les mamans qui aujourd'hui, décident de se lancer, seules dans un projet bébé. Et donc pour en revenir à ce sujet, donc c'est les femmes et les couples ont des enfants de manière plus tardive et donc aussi ont moins d'enfants, que peut-être qu'à l'époque, de nos parents, mis à part Alexandra qui du coup a une super belle famille. Mais, aujourd'hui, c'est vrai que le taux de natalité en France est de plus en plus bas et donc il y a, quand il y a l'arrivée, d'un enfant, c'est un enfant qui est, extrêmement, désiré et les parents se mettent énormément de pression pour être à la fois un parent, modèle, tout en ayant une forme d'apprentissage au quotidien. Parce que finalement, voilà, je l'ai pas mis dans ma présentation, mais je suis maman, donc je parle aussi en connaissance de cause. C'est qu'en devenant maman, foncièrement, il n'y a pas de guide, il y a pas de modèle et on se complète entre le papa, la maman ou les 2 mamans ou les 2 papas et c'est une manière aussi, d'avancer. Donc dans ce désir d'être une super maman et d'avoir un enfant qui ne manque de rien et qui est dans des situations, les plus satisfaisantes, il y a une pression. Il y a une pression que les parents, se mettent au quotidien, qui peut générer aussi une forme de culpabilité, une charge mentale et quand tu parles en fait de burn-out, maternel, Fatoumata, le mot burn-out, ça signifie en fait un épuisement mental et un épuisement physique. Donc en fait, quand il y a un signe d'épuisement, c'est qu'il y a très souvent une fatigue extrême. Une fatigue extrême de se dire: «Bon, bah, la journée commence, je n'ai pas d'énergie», et la journée se continue et je n'ai toujours pas d'énergie, qui peut aussi, amener à avoir une forme d'hyperémotivité et d'hypersensibilité avec, des émotions qui sont très volcaniques, qui peuvent être exacerbées et donc des femmes aussi qui ne vont pas se reconnaître dans leur manière de gérer leurs émotions et c'est une phrase que je peux entendre et que je peux comprendre, c'est qu'une maman, qui travaille, et qui a à charge un enfant et qui manque de sommeil, elle perd un de ces des 4 piliers, du bien-être de la vie de l'être humain, qui est en fait, une personne qui manque de sommeil. Que ce soit un homme, une femme ou un enfant, de toutes les façons, a une manière de gérer les émotions qui est très compliquée.
Donc déjà, si je peux résumer, c'est l'épuisement lié à un manque de sommeil, des émotions volcaniques et très à fleur de peau, donc des femmes qui vont pas se reconnaître, qui vont avoir une forme d'impatience, très, très vive, impatiente vis-à-vis de leur enfant, vis-à-vis de leur mari, vis-à-vis de l'environnement, social et professionnel. Ça peut créer tout ça une forme de lassitude, hem, une lassitude de la vie, en fait, de plus avoir envie de bosser, de ça aussi, c'est tentant un warning aussi, dans le lien, affectif, qui relie, la maman à son enfant. Moi, c'est vrai que j'ai l'occasion d'accompagner des femmes qui sont en burn-out maternel et c'est une des questions que je pose. C'est: «Est-ce que vous avez envie de prendre votre bébé dans les bras? Est-ce que vous avez envie de passer du temps avec lui? Est-ce que vous êtes fière, d'être, sa maman?» Pour comprendre aussi, quel est le lien, qui se crée entre, une maman, et son enfant et c'est la raison aussi pour laquelle moi j'ai appris à travailler aussi avec des psychiatres, spécialisés en périnatalité pour du coup, venir compléter, ce que je fais parce que quand il y a une pathologie avérée, c'est du coup un médecin qui le prend en charge et non pas un sophrologue et du coup les vraiment voilà, il y a quelques signaux aussi comme les problèmes de concentration au quotidien, d'avoir, des mamans qui sont un peu étourdies, qui ont un peu les yeux dans le vague, enfin, ouais, c'est des le regard dans le vague, c'est un des signaux, mais c'est très souvent une forme d'épuisement, de concentration, de lassitude, de lien avec l'enfant. Voilà, tout ça est à surveiller. Merci. Et, euh, et du coup, pour, une question pour Alexandra, est-ce que donc il y a une organisation aux États-Unis qui s'appelle Moms First. Il y a quelqu'un que j'entends pardon. Et du coup, ils ont fait une étude pour démontrer justement que quand les entreprises investissent sur le soutien aux mères, il y a vraiment une sorte de ruissellement dans toute la société, donc qui part de la performance économique de l'entreprise jusque dans les commerces aux alentours, auprès des grands-parents. Donc c'est une étude qui a été vraiment euh, euh, voilà, sur laquelle il y a eu beaucoup de chiffres et de données qui a démontré en fait l'importance qu'ont les entreprises d'investir pour soutenir les mères. Est-ce que vous avez vu, que ce soit chez Expansiance ou dans votre entourage, dans le réseau de DRH, dans les différents réseaux de DRH, une corrélation entre ce soutien aux entreprises et une performance et un bien-être plus global pour votre société de manière générale? Oui, oui, parce qu'au-delà des convictions, il y a des choses qui sont assez limpides. Je vous donne une illustration. Pour moi, quand on arrive à créer du coup un environnement qui est inclusif, un environnement où finalement on concilie mieux, enfin en tout cas on fait en sorte nos équipes puissent mieux concilier leur temps de vie, bah, clairement, ça crée de l'engagement. C'est une évidence. C'est-à-dire qu'il y a un lien de cause à effet parce qu'il y a une forme de reconnaissance. On reconnaît que l'entreprise a entendu que le monde avait changé, que le lien au travail avait changé et ça s'est vraiment accéléré post-Covid. On voit bien qu'on a tous repensé son lien à l'entreprise, enfin, en tout cas son lien au travail et honnêtement pour le meilleur. Je pense qu'on est dans une posture d'être plus équilibré. Donc pour moi, vraiment l'impact direct au-delà, j'ai envie de dire, du bien-être des individus, c'est l'engagement. Enfin, en tout cas, nous, on l'a mesuré de manière très, très concrète. On a eu effectivement une accélération de nos politiques, à la fois avec des mesures de parentalité que je vous évoquais tout à l'heure, mais aussi parce que, encore une fois, il faut que ce soit systémique. Hein. C'est important de prendre le sujet dans le bon angle. Hein. Bien sûr, quand on parle de parentalité, il faut des mesures de parentalité. Mais plus largement, il faut que l'entreprise travaille sur, pour moi, l'intégration des nouvelles exigences sociétales. Donc nous, par exemple, on a aussi travaillé sur la flexibilité au travail. C'est-à-dire que quand on est parent, quand on est aidant, quand on est en situation de handicap, on a parfois on va dire des enjeux d'adaptation de notre quotidien personnel au quotidien professionnel. Donc on a travaillé sur tout ça pour faire en sorte
sorte que nos salariés se sentent mieux compris aussi dans leur différences, dans leur diversité, dans ce qu'ils vivent au quotidien. Et donc nous, c'est vrai que quand l'année dernière, on a eu la chance, du coup, quand on a fait notre enquête interne, d'avoir une progression assez forte de notre taux d'engagement. Donc voilà, donc pour moi, ça c'est très très concret. Et on sait que des collaborateurs engagés sont évidemment plus performants. Parce qu'évidemment, ils comprennent le sens de là où l'entreprise veut aller, ils comprennent le sens des mesures qui sont posées dans l'entreprise. Donc pour moi, c'est gagnant pour l'entreprise et gagnant pour les collaborateurs et les collaboratrices. Donc c'est ça que je vois. Voilà. Et puis après, il y a des effets induits aussi. Nous, on l'a vu cette année, on a une diminution de notre taux d'absentéisme. Parce qu'effectivement, quand finalement, on a une forme de flexibilité par rapport à la situation du quotidien qui peut être plus ou moins compliquée, de facto, les gens se disent que l'entreprise comprend qu'il y a une demi-journée, effectivement, où peut-être qu'on va travailler un peu différemment. On va peut-être pas venir tout de suite sur le lieu de travail. On va plutôt préférer le télétravail parce que ça permet potentiellement de garder un enfant malade qu'on n'a pas pu faire garder d'une autre façon. Donc, pour moi, c'est toute cette configuration-là qui fait qu'il y a moins d'absentéisme, les gens se sentent plus engagés et donc, a priori, le travailler bien ensemble fonctionne et donc le bien-être probablement est un peu plus, on va dire, poussé par ce contexte-là. Mm. J'ai une Et question du coup, oui. Alexandra, dans le groupe, il y a combien de pourcentage de femmes versus d'hommes enfin, je comprenne un peu le... Oui, alors nous on est, on est plus effectivement féminin que masculin. On est quasiment 60% de femmes en fait dans le groupe. Ce qui est assez classique dans des environnements cosmétiques, enfin Mm. dermocosmétiques, voilà. Ouais. Donc effectivement, les problématiques des mamans, c'est quelque chose qu'on vit de manière assez régulière, voilà. Donc c'est aussi, alors c'est pas que pour ça, parce qu'on le fait aussi par conviction, mais évidemment, quand je vous dis on s'occupe des parents à travers notre marque Mustela à l'extérieur, évidemment on s'occupe des mamans et des papas, voilà, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la symétrie des attentions, c'est très important. Mm. 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 Ouais, Et ouais, pardon, Clémence? c'est un beau terme, j'avais jamais entendu Oui, la mais c'est pour ça que je l'ai symétrie. invitée. Je trouve Elle que est c'est une exceptionnelle. entreprise qui est très inspirante et qui peut aussi vraiment inspirer d'autres entreprises parce qu'à force d'entendre aussi beaucoup de femmes, surtout principalement de femmes qui nous contactent et qui nous partagent la détresse dans laquelle elles sont face à un manager, que ce soit autour d'un retour de congé maternité ou d'un deuil périnatal ou d'une fausse couche. On se rend bien compte qu'il y a une difficulté aussi pour les entreprises de vraiment incarner euh, par peur de perdre, de ne pas forcément avoir une culture de la donnée, de la mesure aussi, de la robustesse de l'impact de ces initiatives. Et justement, ma question pour Clémence, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner des personnes qui ne sont pas forcément dans des entreprises comme Expansiance et qui n'ont pas toujours les clés, qui sont face peut-être à un manager, pour un exemple très concret, une femme qui nous écrit, qui est au bureau et qui est assez fatiguée, qui dort pas, qui revient d'un congé maternité, et son manager en pleine réunion qui lui dit si elle a envie de prendre une sieste de manière un peu provocatrice et qui fond en larmes et qui sort. Mm. Mm. Et du coup, s'en veut parce qu'elle a en plus l'impression qu'elle n'a pas réussi à gérer son stress, Mm. alors que bon, je pense que c'est pas du tout de sa faute, mais il y a en plus l'émotion de la culpabilité. Donc, quand on n'a pas encore la chance, en tout cas, qu'on n'est pas dans un univers et un environnement de travail aussi inclusif, quelles Mm. clés on peut donner aux femmes qui doivent retourner au travail face des fois à un management qui n'est pas toujours très conciliant Mm. et qui aiment quand même leur métier, qui souhaitent continuer à travailler et qui n'ont pas Mm. envie de faire l'arrêt maladie parce qu'elles sont Sûr. face à une situation difficile et compliquée. Ouais, tu as raison, c'est un bon exemple parce que ça va être aussi facile finalement quand tu te sens fatigué et quand tu te sens pointé du doigt dans ton boulot de lâcher en fait, de dire bah, finalement voilà c'est trop dur à gérer et moi je tiens finalement à ma vie de maman et puis bah, ma vie pro, bah,
je vais aller postuler ailleurs. Et en fait, quand tu as la chance d'aimer ton boulot, de t'être battu peut-être pendant des années pour avoir la position que tu as dans ta boîte, et puis c'est aussi la thématique d'aujourd'hui, c'est en fait de ne pas avoir faire de choix entre ta vie de maman et ta vie professionnelle. Donc, c'est vrai que c'est un super bon exemple. Moi, j'aime bien, pendant la première séance, en fait, demander à la maman de lister tous les besoins qu'elle a en elle au quotidien. Et donc d'apprendre à les prioriser. Donc par exemple, tu vois, par rapport à ce que tu viens de me partager, Fatou, tu as un besoin de sommeil, un besoin de gérer mes émotions, un besoin de gérer mon stress, un besoin de garder mon job, un besoin d'être épanouie dans ma vie professionnelle, un besoin d'établir une communication apaisée avec mon manager. Et en fait, on va partir d'une situation qui a été déstabilisante pour la maman, parce que moi, je trouve que en fait, quand il y a une émotion inconfortable, ça cache toujours un besoin non satisfait. Donc, par exemple, une femme voilà, qui va se mettre à pleurer devant son manager, elle est peut-être que son premier besoin, c'est de dormir. Mais tu en as peut-être une autre son besoin, ça va être de mettre à plat la relation avec son manager. Et finalement, on est chacune différente par rapport à ses besoins. Donc, j'aime bien avoir ce moment voilà, avec la femme où en fait, elle prend le temps d'écouter ses propres besoins parce que mes besoins ne sont pas les besoins d'Alexandra ou les besoins de Fatou. Donc, en fait, de donner une manière euh, avec des points 1, 2, 3, 4, tu vois, à faire, ça peut être utile, mais ce qui est bien, c'est d'aller vraiment au plus profond de soi-même. Donc, c'est de lister les besoins et de les prioriser. Et après, on va faire des exercices. Donc, je vais lui proposer des exercices. Alors, par exemple, si son premier besoin, c'est de retrouver des nuits apaisées et d'avoir un sommeil réparateur, et ben, peut-être que dans l'accompagnement, du coup, on va faire 2 séances qui vont être axées sur le sommeil, avec des exercices de respiration pour apprendre à bien relâcher les tensions accumulées dans la journée, apprendre à évacuer son vase émotionnel pour du coup aussi avoir un corps avant de s'endormir qui est un petit peu plus détendu et qui est pas du coup sur tension et qui fait que du coup tu peux mettre du temps à t'endormir, avoir des pensées parasites. Proposer un exercice de relaxation que je vais enregistrer sur mon téléphone et que je vais envoyer sur WhatsApp à la personne, qu'elle va pouvoir réécouter juste avant de s'endormir. Et donc pendant 10 minutes, c'est un petit exercice de relaxation mentale où du coup, elle va complètement mettre de côté ses problèmes de la journée pour se recentrer soit par exemple sur les dernières vacances qu'elle a passées, un moment qu'elle a adoré revivre pour pouvoir justement s'évader d'un quotidien qui est un peu lourd émotionnellement. Donc ça peut être une thématique, comme après, en fonction des besoins de la personne, moi, de vraiment m'adapter. Ça peut être par exemple la gestion du stress, qui en fait, aujourd'hui, 95% des Français ont vécu à un moment ou à un autre une période de stress. Donc en fait, ça touche tout le monde. Il n'y a absolument aucun tabou à vivre une période de stress. Ce qui est pénible, c'est quand le stress est tellement présent qu'au bout d'un moment, on en finit par en perdre pied. Donc, si c'est une gestion du stress par rapport à un boss qui peut être un petit peu intimidant ou qui a, je sais pas, un très fort caractère ou une voix très imposante et du coup, ou peut-être tout simplement un manager qui n'est pas à l'écoute et donc du coup, ça peut être aussi extrêmement déstabilisant et générer une forme de stress et ben, du coup, voilà, faire, un accompagnement axé sur la gestion du stress. L'idée, en fait, c'est que la personne prenne vraiment place dans son quotidien et qu'elle ressente l'envie d'être dans l'action. En fait, de se dire, OK, là, j'ai passé un cap où j'ai été déstabilisée par une situation, je n'ai pas de choix à faire, professionnel et personnel. Donc, c'est aussi de reprendre confiance en soi, c'est de rebooster l'estime de soi. C'est aussi par rapport à une forme de culpabilité, ben oui, j'ai une période où j'ai été stressée, où j'ai été hyper émotive, ça arrive, c'est pas grave du tout, ça sert à rien en fait de se rajouter une charge mentale de dingue. Ça arrivait à tous et finalement, c'est aussi des périodes qui sont extrêmement formatrices. Et ben, je vais apprendre à gérer ce stress. Donc moi, il y a énormément de conditionnements positifs pendant mes séances. C'est vraiment d'éduquer le mental à faire sortir le positif. Et ça, c'est voilà, une petite discipline à intégrer pour des femmes qui, de temps en temps, vont se sous-estimer, ne vont pas avoir confiance en elles, vont avoir un peu peur d'elles-mêmes et ça permet de les rebousser. Mm.
Merci. Merci. Et le mental. Alors, j'avais une question pour Alexandra, mais je vois que Noël a à peu près la même question. Euh, Il y a une merci. sourire dans le chat. Ouais, très Voilà, intéressant. Ouais. voilà. Donc, merci Ninti pour ces talks cette semaine, intéressant et utile. Qu'est-ce qui a amené Expansience à passer à l'action? Alexandra parlait d'une prise de conscience en particulier depuis le Covid, mais entre la prise de conscience et l'action, que se passe-t-il? Y a-t-il des problématiques de coûts qui empêchent de déclencher une action ou plutôt de peur de ne pas rentabiliser ce type d'investissement? Pourquoi toutes les entreprises ne se lancent pas dans les politiques de parentalité? Bon, je vais apporter une réponse en toute humilité. Alors, juste pour revenir sur Expansience, j'ai presque envie de dire, la chance qu'on a, c'est qu'on a une mission qui nous inspire. Et d'une manière générale, quand on travaille sur ces politiques, pour moi, que j'appelle globalement d'inclusion, de diversité et d'équité, ce qu'il faut, c'est trouver le sens. C'est-à-dire que si à un moment donné, on décroche ces politiques-là, finalement, de la raison d'être de l'entreprise, ça marche pas. C'est vu comme des lubies RH. Mais moi, je l'ai entendu plein de fois dans ma carrière. Ça, c'est encore un truc de RH. Quand on parlait de diversité, c'est un truc de RH. Non, en fait, c'est des enjeux business. Et quand on commence à parler à des patrons en leur disant, bah, en fait, voilà le risque que tu as à ne pas faire. C'est un risque d'absentéisme, comme on l'évoquait tout à l'heure. C'est un risque de démission. Et quand on dit démission, ça veut dire des coûts de recrutement additionnels. En fait, donc, soit on a une approche, et ça, moi, j'ai aucune leçon à donner. Je pense que ça dépend de l'entreprise, mais soit on ancre le sujet sur comment finalement ces politiques vont venir soutenir la mission de l'entreprise et faire corps avec elle. Nous, c'est un enjeu d'alignement et de congruence. Donc, j'ai presque envie de dire, comme nous, on parle de parentalité du soir au matin ou d'accompagnement, on va dire, tout au long de la vie, etc., bah, en fait, on accompagne ces problématiques-là à l'intérieur. S'il y a encore des patrons qui ne sont pas sensibles forcément à ce sujet-là, eh ben, rentrons par quel est le coût à ne pas faire. Et très honnêtement, quand on commence à regarder les chiffres d'absentéisme, les coûts de démission, des coûts potentiels d'enjeux de réputation, c'est-à-dire une entreprise qui voudrait se raconter une histoire et qui, dans la vraie vie, n'est pas en capacité d'aligner ses politiques sociales en ligne avec ce qu'elle raconte à l'extérieur, je vous assure que c'est catastrophique. Donc, c'est un enjeu derrière de compétences et d'attractivité. Donc voilà, deux angles. Un, on s'ancre avec sa mission et on est très en ligne, et c'est ce que j'appelle moi la symétrie des intentions chez Expansience. Ou deux, on prend un angle plutôt, on va dire, qui fait un petit peu plus peur sur quel est le coût, quels sont les coûts cachés à ne pas faire. Voilà, ça c'est vraiment une question de maturité pour moi d'entreprise. Et je suis complètement alignée et ça me fait aussi penser à une notion que vous avez mentionnée sur la mesure. Nous, on invite souvent les entreprises à mesurer et avoir une culture de la donnée. Et des fois, des entreprises qui vont avoir 60-70% de femmes, âge moyen, 37 ans, qui n'ont pas de politique de parentalité, il y a forcément un coût derrière, alors que des fois, elles vont offrir des manicures ou des massages, ce qui est aussi très bien, mais on ne Ouais. mesure pas toujours. Non, mais quelque part, elles essayent. Donc, faut les encourager, mais quelque part, le coût en fait de ces investissements peut-être ne rapporte absolument rien par rapport à une politique de parentalité qui va offrir un peu plus de flexibilité ou qui va proposer à des managers de se former aux moments de vie vulnérables qui peuvent toucher et les hommes et les femmes. Et en tant que manager, comment est-ce qu'on arrive à adresser aussi ces moments de vie vulnérables? Donc, c'est toute une sensibilisation à mettre en place et surtout avoir cette culture de la mesure et des enquêtes. Et je pense que c'est aussi ça le point, des fois, on a peur d'implémenter une politique en se disant elle va nous coûter. Mais comme on n'a pas la culture de la mesure, on ne sait pas si ça ne nous coûte pas déjà beaucoup plus que de ne Oui, oui. pas le mettre en place. Ouais, nous, on est 60%, il y a 60% de parents, donc ne pas adresser tous ces collaborateurs et ces collaboratrices, c'est vraiment ne pas être en capacité de répondre à une large proportion voilà, des gens qui sont autour de nous. Donc, c'est très, très, je suis d'accord, la culture du chiffre est très importante. Et puis, juste peut-être pour compléter, je pense aussi, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais pour moi, il faut aussi être dans une approche très systémique. C'est-à-dire, bien sûr, on parle de parentalité, mais aussi, par exemple, on parle de prévention des risques psychosociaux. Enfin, tout à l'heure, Clémence en parlait, la charge mentale est quelque chose qui existe. Ça fait partie des nouveaux mots de ce siècle et c'est une réalité. Donc, OK, on parle de parentalité, on forme les managers
managers, mais aussi on forme aux risques psychosociaux, parce que comme ça, on détecte les signaux faibles dans l'entreprise. Et en parallèle, on travaille sur la flexibilité au travail. Vous voyez, donc, pour moi, c'est très important, pour répondre à la question de tout à l'heure. En fait, il ne faut pas que viser un sujet de parentalité, il faut être dans une approche globale. C'est ça qui fonctionne et qui donne finalement du poids aux pratiques RH. Voilà, c'est ça qui font qu'à un moment donné, comme on va adresser plusieurs sujets, on va être puissant et adresser de manière un peu sérieuse le sujet. Voilà. Mais Et ça prend du temps. ouais, quand tu parlais de globalité aussi, Alexandra, en préparant et en lisant le live aujourd'hui, il y a la différence entre la dépression postpartum et le burn-out maternel. La dépression postpartum, ça peut intervenir dans les 2 ans après l'arrivée d'un bébé. En fait, c'est vraiment la définition médicale. Un burn-out maternel, ça peut arriver quand tu as un enfant qui a 2 ans, mais quand tu as un enfant qui a 7 ans, quand tu as 3 enfants qui sont ados. Et en fait, c'est une continuité, une globalité dans le bien-être de la vie de maman. C'est pas forcément lors du retour à l'entreprise qui, c'est vrai, Alexandra, est une période extrêmement clé. Mais la vie de maman, en fait, c'est jusqu'au moment où nos enfants sont autonomes, indépendants, et quand bien même on a toujours cette forme de responsabilité, et pour autant aussi l'obligation d'avoir un salaire, mais aussi la volonté de s'épanouir professionnellement. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant dans la définition du burn-out maternel de prendre aussi toute la progression de la femme dans sa vie de maman. Et du coup, c'est quand même top aussi d'être dans une boîte comme Mustela Expansions, aussi d'avoir voilà, un regard sur la maman en règle générale. Oui, mais mais et d'ailleurs, maman et papa, tu vois, parce que Oui. c'est pour ça que pour nous, le sujet des risques psychosociaux, il est clé. C'est-à-dire que, en fait, tu as raison, c'est-à-dire qu'on peut voir des signaux faibles finalement tout au long de la carrière. Parce que Mm. d'abord, on ne connaît pas toujours la situation personnelle de tous nos collaborateurs et nos collaboratrices. Hein, donc, être formé à détecter quelque part une forme de souffrance au travail, qui n'est pas d'ailleurs forcément liée au travail, hein, mais en tout cas qui s'exprime au travail, c'est hyper important pour accompagner tous les moments de vie, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas effectivement forcément que difficiles au moment du retour. D'ailleurs, il y a des mamans ou des papas qui vivent très bien le démarrage de la vie de famille, mais je suis d'accord, il faut accompagner tous ces moments-là. Et c'est pour ça que moi, j'insiste sur le fait d'avoir des politiques qui soient holistiques et systémiques, c'est-à-dire pas que à un moment donné de la vie dans l'entreprise, être vraiment dans une approche finalement d'encadrer par des mesures santé toute la carrière finalement professionnelle. Je pense que ça, c'est très important. Mm. C'est clé. Et alors, il nous reste quelques minutes, donc on va laisser un temps pour les questions. Anne, Camille, Nawel, Gaël, Ma, est-ce que vous avez des questions pour Clémence et Alexandra? Ou des réflexions? C'est très calme. Alors, Gaël, alors, je regarde le chat. Merci, merci. C'est un sujet intéressant en tout cas. J'espère que... Ah, Moi, j'ai Camille. une question. Donc, Camille, Que je n'avais pas vu dans le chat. Depuis que notre entreprise a mis en place un accord télétravail très favorable, le nombre de congés enfants malades a drastiquement diminué. Hmm. j'ai une question du coup pour Alexandra. Est-ce qu'il y a une entreprise qui pour toi est modèle et sur lequel tu as envie de te rapprocher aussi bien justement sur la prise en charge des parents, des mesures qui sont proposées dans les entreprises? Ça peut être, par exemple, dans les pays nordiques, je sais qu'ils sont très attentionnés d'un point de vue de la parentalité. Les États-Unis aussi ont de l'avance sur la prise en charge des parents. C'est quoi ton entreprise modèle?
Moi, en fait, j'ai pas d'entreprise modèle et je vais te dire pourquoi. Parce que je pars du principe, encore une fois, pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'alignement. C'est-à-dire que il y a des entreprises qui n'ont pas la même maturité sur ces Mm. sujets-là. Et en fait, moi, je crois qu'il ne faut pas juger. Je pense qu'on a des entreprises qui, culturellement, ont eu des modèles d'entreprise où ces sujets-là étaient complètement tabous. Pour moi, ce qui est important, c'est la mise en mouvement. Donc ça, c'est Mm. certain. Et puis aussi entendre que, enfin, nous, on est un groupe, donc on est présent dans plusieurs pays dans le monde. Culturellement parlant, tu vois, nous, on est en train de réfléchir à ce qu'on appellerait une care policy qui serait un socle commun, finalement, de mesures de protection sociale autour de la santé, de la parentalité, du handicap. Ben, à la fois, il faut des mesures communes, mais est-ce qu'elles auront exactement la même matérialité localement? Pas forcément, parce que culturellement, il y a des pays qui fonctionnent pas pareil. Et on sait, je prends le cas du congé maternité dans les pays, en Allemagne par exemple, on sait que culturellement, la maman doit rester très longtemps avec les enfants parce que sinon elle est jugée comme étant une mauvaise mère. Donc il y a des pays où il faut de toute façon se dire que ces socles communs, ils seront très très élevés, ces standards seront élevés parce que culturellement c'est comme ça. Et puis il y a d'autres pays où, à contrario, il y a une forme d'émancipation des femmes qui est très différente. Donc il faut aussi entendre ça. Par contre, nous, il faut qu'on ait une position assez claire qui est de dire finalement quelle serait une durée moyenne du congé maternité pour que finalement cette phase qui est si magique de l'arrivée d'un enfant, elle soit vécue dans les meilleures conditions possibles pour que quand le papa ou la maman revient, il ait eu le sentiment d'avoir un temps qualitatif, etc. Donc moi, je suis pas forcément fan du one size fits all où on met une politique pareille pour tout le monde. Elle doit faire sens avec la mission de l'entreprise et faire sens aussi avec les enjeux culturels locaux parce que finalement, qui mieux que les Américains sont placés que les Américains pour dire ce qui est bien pour eux. Moi, en tout cas, moi, je crois beaucoup à ça, avec, encore une fois, des seuils minimums, parce qu'on sait très bien que quand on laisse un enfant après 2 mois, on sait que c'est pas des conditions idéales ni pour la maman ni pour l'enfant. Donc, il faut qu'on arrive quand même à dire c'est quoi un seuil minimum. Mais après, voilà, soyons aussi très à l'écoute voilà, des enjeux locaux, parce que je pense que ça, c'est important. Voilà, c'est un point de vue qui est très personnel, mais Très juste, ouais. avec de l'expérience, bon, voilà, je pense que c'est important. Et c'est vrai qu'on a des standards très, très forts en France, et tant mieux, honnêtement, enfin, je pense qu'on peut s'en féliciter. Ouais, c'est Euh, vrai. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays où c'est pas le cas. Donc, essayons de trouver voilà, les seuils qui nous semblent complètement acceptables, tout en ayant de la cohérence avec ce qui se fait localement. Je pense que ça, c'est important. Une dernière question, est-ce que Expansiance adresse aussi le sujet des parents qui ont des enfants de plus de 5 ans, car les difficultés sont moins prises en compte après les premières années de l'enfant, difficultés scolaires, communication avec l'ado, etc. Oui, oui. Alors l'an dernier, typiquement, on a justement pris la parole sur ces sujets de l'accompagnement des parents avec des enfants adolescents. C'est un vrai sujet. Moi, j'en ai 4 qui sont adolescents en ce moment, donc je confirme que Mm. que c'est un vrai sujet. Mais donc oui, oui, parce qu'encore une fois, enfin, Clémence le disait, on n'est pas parent que d'enfants en bas âge, on est parent toute sa vie et on voit bien que plus les enfants grandissent, plus on est confronté à des sujets complexes. Donc nous, on fait pas de segmentation. Ce qui est certain, c'est qu'on accompagne de manière un peu plus spécifique le congé maternité et le retour à l'emploi, parce qu'on sait que enfin, vous le disiez tout à l'heure, je ne sais plus si c'est toi, Clémence ou Fatoumata, il y a un potentiel décrochage dans la carrière des femmes. Donc, on sait que ça, c'est un point très, très spécifique qu'il faut accompagner. Mais d'une manière générale, nous, on n'est pas du tout clivant et on accompagne tous les parents. Merci beaucoup, c'est une très très belle conclusion. Il est Je suis 13h16. désolée, Oui, pardon. je suis désolée, je voulais éventuellement pouvoir rajouter un mot, si je Oui. peux me permettre. Ce que je voulais dire, c'était que les mesures de parentalité, c'était très important, et notamment aussi la responsabilisation, pardon, des pères de famille. C'est bien, enfin, c'est hyper important de faire des choses pour les femmes, et on sait que les femmes, elles ont la charge mentale de leur foyer, mais aussi en responsabilisant pas les pères de famille,
en faisant pas de conférences, en proposant pas de conférences sur le rôle paternel en entreprise, enfin, je veux dire, en montrant pas à quel point c'est important de les responsabiliser, bah, du coup, on arrive toujours à cette dichotomie entre les femmes et les hommes sur la parentalité, de dire que bah, une femme, bah oui, il faut qu'elle parte à 4 heures parce qu'il faut qu'elle récupère ses enfants, mais elle arrive au travail à 8 heures, tandis que le père de famille, bah oui, il va aller chercher ses enfants, il va emmener ses enfants le matin et arriver tard. Mais tous les moments où on peut discuter avec son boss, où on peut avoir des réunions qui sont pas prévues, des moments d'échange, etc., c'est à ces moments-là. Donc, je pense qu'évidemment, il faut soutenir les mères dans leur maternité en tant qu'entreprise. Mais je pense qu'aussi, on a une responsabilité de mettre en avant la responsabilité des pères pour que, enfin, les choses soient mieux réparties et que chacun puisse faire sa vie professionnelle en toute égalité, quoi. Non, mais je suis complètement d'accord, Camille. C'est pour ça que nous, le retour progressif, c'est aussi pour les papas parce qu'ils ont leur Ouais, part. tout à fait. Et nous, l'année dernière, on a fait quelque chose de très intéressant. On a réuni les papas justement sur le sujet de la parentalité parce qu'en fait, ils ont plein de trucs à dire aussi. Et, Oui. et donc, faut-il juste leur laisser la place pour qu'ils puissent s'exprimer. Mais je suis complètement d'accord. Le jour où on arrivera à finalement les engager de la même manière dans la parentalité, on aura probablement réglé un problème de décalage, de rythme de carrière, ça c'est sûr. Je suis Ouais, c'est très, d'accord. très juste. Et on a fait un live, c'était avant-hier avec, sur la fertilité masculine. On a parlé de la parentalité masculine, enfin masculine, la parentalité des pères avec Florian. Et c'était très intéressant aussi